Dans cette vidéo, nous allons expliquer un certain nombre de concepts politiques importants pour comprendre la Boétie. On peut partir du mot liberté. La définition spontanée qu'on peut donner de la liberté est de dire que la liberté consiste à faire tout ce qu'on veut, sans contrainte ni limite. Cette forme de liberté, dite naturelle, dite première, est en réalité théorique, puisque dès que nous naissons, il y a des limites qui s'imposent à nous, puisque nous vivons dans une société. On arrive donc assez rapidement à une autre définition du mot, la liberté civile, c'est-à-dire celle du citoyen dont la volonté et la liberté est limitée et s'exerce dans le cadre des lois et du droit. C'est cette définition qui figure, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Cette distinction entre liberté naturelle et liberté civile est à la fois simple et complexe, car bien sûr, il ne nous échappe pas que dans cette liberté civile, dans le cadre de la loi, on a restreint la liberté naturelle et surtout, rien ne m'assure que la loi n'est pas tyrannique, donc ne va pas également opprimer ma liberté. Donc en réalité, liberté naturelle et liberté civile se comprennent bien, mais il va falloir arriver à une troisième définition. Cette troisième définition, elle va donc reprendre la liberté naturelle, la liberté civile, et elle va donc compléter ces deux définitions avec ce qu'on appelle la liberté politique, ou plus exactement au pluriel, les libertés politiques, c'est-à-dire en fait l'idée que malgré tout, il y a des libertés naturelles qui sont inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les enlever, y compris dans le cadre de la loi, et ces libertés, donc là on va utiliser le pluriel, ces libertés, c'est par exemple la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de penser, etc. Et donc c'est pour ça que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a bien l'idée que les hommes naissent, donc c'est le terme naître, donc c'est-à-dire la liberté naturelle, et demeurent, c'est-à-dire la liberté politique, c'est-à-dire que même dans le cadre de la loi, ils demeurent libres. Donc, en quelque sorte, ces libertés politiques forment une sorte de socle indépassable. Alors, toute cette réflexion autour du mot liberté atteint évidemment une sorte de cohérence philosophique, politique au XVIIIe siècle, notamment avec les philosophes des Lumières, mais on est bien d'accord qu'au moment où la Boétie rédige le discours sur la servitude, ces notions ne sont pas encore tout à fait bien délimitées, bien définies. Autre mot du vocabulaire philosophique et politique à bien saisir pour comprendre la Boétie, ce sont donc les mots de monarque, despote, tyran et dictateur. En effet, si le point commun de ces régimes est la concentration du pouvoir dans une seule personne, il y a en réalité des différences qui sont assez notables. La monarchie est un régime politique où tous les pouvoirs sont effectivement concentrés dans les mains d'un seul homme, le roi. Cependant, tout au long de l'histoire, il y a eu plusieurs formes de monarchie. La forme la plus commune, c'est ce qu'on appelle la monarchie aristocratique. Cette monarchie aristocratique, elle est composée donc d'un roi, mais également d'un conseil du roi, où il y a donc les grandes familles qui vont conseiller le roi et donc en quelque sorte un petit peu tempérer son pouvoir. En France, toute l'histoire de la monarchie depuis le Moyen-Âge se résume en quelque sorte à la montée en force du roi qui va restreindre au fur et à mesure le poids du conseil, le poids donc des grandes familles. Et on aura cette évolution continue jusqu'à Louis XIV qui va carrément congédier le fameux conseil et choisir lui-même ses ministres. Louis XIV, c'est justement le passage d'une monarchie aristocratique à une autre forme de monarchie qui est la monarchie absolue. Alors, à côté de la monarchie aristocratique, à côté de la monarchie absolue, il y a encore un autre modèle de monarchie qui est donc la monarchie parlementaire. C'est le modèle de l'Angleterre, par exemple. Alors, au lieu d'un conseil, les nobles se réunissent dans une sorte d'assemblée qui a des règles précises, qui fonctionnent et qui discutent selon certaines modalités. Et le roi tranche au final. Il décide en dernier lieu. Alors aujourd'hui, les monarchies parlementaires en Europe sont démocratiques, c'est-à-dire que la composition même du Parlement s'est élargie jusqu'à représenter tout le peuple et pas seulement les nobles.
Et dans le même temps, le pouvoir du roi a été de plus en plus limité jusqu'à devenir presque symbolique. Mais au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ces monarchies qui avaient un parlement étaient un parlement où il y avait seulement des nobles et pas tout le peuple, et un roi qui était encore assez fort dans ses pouvoirs. Avec les mots de despote, tyran et dictateur, on passe à une autre dimension, hein, vraiment différente du simple roi. Les trois vont avoir comme point commun de concentrer tous les pouvoirs dans leurs mains et de n'avoir absolument aucun contre-pouvoir, donc d'être complètement arbitraires dans leurs décisions. Rien et personne ne peut leur dire quoi décider. En outre, dans ces trois situations de despote, tyran et dictateur, on va avoir à chaque fois un appui sur la force, sur la crainte et éventuellement sur la terreur. Donc on voit la différence parce que même avec un monarque absolu comme Louis XIV, il restait quelques contre-pouvoirs, il restait une limitation de son pouvoir. Et la terreur n'est pas le mode de fonctionnement de la monarchie française, quand bien même, évidemment, il y a des arrestations quelque peu discutables et arbitraires même, hein. Mais on n'est pas dans la même situation néanmoins, puisque là, il y a une force, un arbitraire, une absence de contre-pouvoir qui, encore une fois, fait bien la différence avec un roi. La base commune entre despote, tyran et dictateur ne doit pas faire oublier qu'il y a néanmoins des différences entre ces trois mots. Le despote entend agir pour le bien de tous, hein, pour le bien du peuple. Il se présente un petit peu comme un père de famille qui protège, qui sait mieux évidemment que la femme et qui sait mieux que les enfants, qui sait ce qui est bon en fait pour le peuple, qui est ici considéré comme un mineur qui a besoin d'être guidé. Ainsi, un despote peut même éventuellement se faire aimer de sa population, ou du moins d'une partie, car s'il est habile, il peut justifier ses actions avec une propagande tout à fait efficace et donc faire accepter ses décisions. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières réfléchissent à ce que pourrait être un despote éclairé. Hein, c'est de l'expression qu'ils utilisent, hein, éclairé puisque les Lumières, évidemment. Ces despotes éclairés, ça serait des despotes qui seraient acquis aux idées des Lumières et qui, pour un temps du moins, pourraient ainsi imposer le progrès, l'égalité, etc. et donc amener un progrès pour tous. Alors les philosophes des Lumières vont assez vite comprendre que c'est une fausse bonne idée et que au final un despote éclairé reste un despote. Donc Voltaire va par exemple être séduit par Frédéric II de Prusse avant de devoir fuir et se mettre à l'abri. On a exactement la même chose avec Diderot, avec donc Catherine de Russie, qui lui achète carrément toute l'encyclopédie, mais Diderot aussi va devoir vite déchanter. Le tyran se distingue d'un despote car il exerce le pouvoir pour son profit personnel, éventuellement aussi pour un petit groupe d'individus autour de lui, comme sa famille, ses amis, ses partisans. Donc il y a vraiment cette notion de profit personnel, d'exploitation du pouvoir pour lui. En outre, le tyran, conformément à son origine antique, a souvent usurpé le pouvoir. Il est donc totalement illégitime. On voit donc que despotisme et tyrannie sont deux mots qui se distinguent, même si les deux sont très péjoratifs. On peut quand même considérer que le mot de despote est souvent un tout petit peu moins fort que le mot de tyran. D'ailleurs, le mot de despote va s'appliquer au cours de l'histoire à plusieurs régimes et il va même trouver des défenseurs. Ce n'est pas le cas des tyrans qui, eux, exercent par la force et exercent une exploitation pour leur seul profil et qui sont donc en général complètement et tout le temps condamnés. Donc une petite nuance, mais une nuance tout de même. Alors le mot dictateur doit vraiment être utilisé avec rigueur parce que selon les contextes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le mot dictateur, il vient de l'Antiquité romaine, c'est sous la République romaine une personne qui est nommée par le Sénat pour un temps limité et qui a donc dans ce temps limité tous les pouvoirs pour agir. Donc c'est vraiment en cas de crise grave.
Au départ, le dictateur est nommé, donc il ne s'empare pas comme le tyran du pouvoir par la force ou par la ruse. Ensuite, sa toute-puissance, elle est justifiée par la situation. Elle est donc temporaire parce qu'il s'agit de résoudre une crise. Il arrive donc, ce dictateur, au pouvoir d'une manière légale. Le mot dans ce cadre est donc encore un petit peu positif, même si les Romains ont tout à fait conscience du danger potentiel. D'ailleurs, ils en ont tellement conscience que c'est véritablement ce qu'ils vont vivre, puisque la fin de la République romaine, c'est justement un dictateur qui va s'emparer, non plus d'une manière limitée, mais d'une manière tout à fait durable du pouvoir. C'est évidemment César, puisque César se fait nommer tout d'abord dictateur pour 10 ans, ce qui est déjà pas trop temporaire déjà, et ensuite il va carrément se faire nommer dictateur à vie. Donc l'assassinat de César, c'est un meurtre politique qui se fait au nom de la liberté et au nom de la République. Il est spectaculaire parce que notamment les amis de César et même le fils adoptif de César, Brutus, vont figurer parmi les assassins. Et ils agissent en groupe parce que justement, ils veulent montrer qu'ils n'agissent pas en leur nom propre, mais au nom du peuple romain tout entier et au nom de la liberté. Ce mot de dictateur, qui pendant des siècles désigne vraiment le dictateur dans le cadre de la situation de l'Antiquité romaine, ce mot de dictateur, il revient en force sur le devant de la scène au XXe siècle, quand il s'agit de définir une nouvelle sorte de tyrannie qui se met en place avec les Franco, Mussolini, etc. Alors, la nouveauté de ces régimes, elle n'est pas dans la concentration du pouvoir dans les mains d'une personne, elle n'est pas dans la violence ou dans l'exploitation au profit d'un groupe. La nouveauté, c'est dans la manipulation de masse qui va s'exercer. Car le mot dictateur, en réalité, au XXe siècle, s'accompagne en fait d'un adjectif. C'est un dictateur totalitaire, une dictature totalitaire. C'est-à-dire qu'en fait, la manipulation de masse, elle agit avec une propagande d'État et elle entend en fait forcer toute la population à adhérer au régime. Ces personnes ne veulent pas, comme dans les tyrannies ou dans les despotismes, simplement soumettre les personnes physiquement et dans leur manière d'être en public. Ils veulent les soumettre dans leur conscience même, dans leur fort intérieur. C'est pour ça qu'on invente ce terme de dictature totalitaire. Totalitaire parce qu'il y a tous les moyens économiques, financiers, agriculture qui sont au service de l'État et au service du dictateur, mais totalitaire aussi parce que même les individus sont contraints totalement, à la fois dans la sphère publique, dans leur manière d'être, mais aussi dans leur sphère privée et carrément dans leur tête même. C'est ça la notion véritablement de totalitarisme. Alors évidemment, face à la puissance du projet des dictatures totalitaires, le mot de tyran, il fait un petit peu grise mine. Et donc il a perdu de sa force, c'est pour ça que c'est ce mot de dictateur qui est venu vraiment prendre sa place en quelque sorte, puisque la dictature totalitaire, elle est différente de la simple tyrannie. Donc il faut éviter, si possible, de parler de dictature pour des régimes qui seraient antérieurs au XXe siècle, parce que quand on utilise ce mot de dictateur, à part évidemment quand on parle de la République romaine, on sous-entend dictature totalitaire. Alors ce qui est assez fort, c'est que le projet totalitaire, le projet de dictature totalitaire fait écho complètement au concept qui est forgé par la Boétie, ce concept de servitude volontaire, puisque en quelque sorte, le dictateur totalitaire veut obtenir de la part du peuple une adhésion libre, spontanée, enthousiasme, de plein gré, volontaire donc, à l'asservissement. Donc ce côté manipulation des consciences pour que les personnes aient envie de perdre leur liberté, eh bien c'est très exactement ce qu'essaye de montrer et d'expliquer Étienne de la Boétie. Donc cet écho complètement étrange entre ce texte du XVIe siècle et l'actualité du XXe siècle explique pourquoi ce bref texte d'un tout jeune Périgourdin soit revenu avec une telle force sur le devant de la scène des idées politiques au XXe siècle.